Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur Radio Fringale pour un nouveau podcast. Un podcast qui tient beaucoup à cœur à l'équipe Radio Fringale et on a mis un petit peu de temps avant de le développer, avant qu'il ne voie le jour, mais ça y est, c'est tout bon. À partir de maintenant, un podcast 100% dédié au cyclisme féminin, la Petite Reine. Voilà, donc premier épisode de la Petite Reine aujourd'hui. Je suis ravi de vous présenter ça, et je ne suis pas tout seul pour parler du cyclisme féminin, ce nouveau podcast. Avec moi, je suis très heureux de réaliser ce podcast avec un amateur de cyclisme que vous avez déjà entendu parler de cyclocross, que vous avez déjà écouté parler des sprinters sur la route. C'est désormais au cyclisme féminin d'avoir le privilège de recevoir son avis aiguisé. Salut Loïc, comment vas-tu ? Salut Adrien, ça va très bien. Je suis super content de présenter cette nouvelle émission parce que, comme tu dis, je pense que chez Radio Fringale, ça nous tient vraiment à cœur de présenter le cyclisme féminin. Et il y a plein de choses super excitantes qui arrivent cette saison. Ça va être une saison super chargée. Et quand on peut avoir 2 fois la dose de cyclisme par an, bah, on prend la double dose, quoi. Ouais, c'est vrai, il faut pas se priver, on aurait tort de se priver. Donc pour le moment, vous retrouverez ce podcast une fois par mois. Voilà, ce sera un podcast orienté sur l'actu avec les calendriers, les plus grandes courses qu'on va vous présenter, notamment aujourd'hui, on va faire un focus là-dessus. Et puis également des parties dédiées au débat et à des questions qu'on peut avoir sur le cyclisme, et en particulier sur le cyclisme féminin. Un petit rappel avant tout ça, déjà si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne ou à notre podcast, vous pouvez le faire, ça nous soutient, et puis du coup ça nous encourage. On est tout doucement en route vers les 2000 abonnés qu'on espère atteindre avant le Giro masculin, du coup, mais même si on les atteint au Giro féminin, on sera très content. Mais si on peut les avoir au mois de mai pour la course rose des garçons, on sera très heureux. Également, retrouvez, là vous commencez à en avoir un petit peu l'habitude, il sort des articles avec une fréquence assez incroyable sur Facebook et sur Insta. Simon et Matt qui nous régalent avec des articles écrits d'actu, mais pas que. On a vu aussi un papier sur Kirsipou, ça m'a replongé dans ma jeunesse, j'étais très content. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe là-bas sur notre Facebook, sur notre Instagram, et puis à nous suivre, à liker, à partager, et également, c'est toujours possible, même s'il n'y a plus le t-shirt magnifique Vanderdog, de rejoindre l'association en y adhérant, en nous soutenant. Donc vous retrouverez tous les liens bien sûr dans la description de l'épisode. Alors, pour ce premier numéro de la Petite Reine, on a décidé avec Loïc de vous présenter la saison 2024 avec les principales dates du calendrier, les principales courses surtout, plus que de vous bassiner avec les dates de tel jour, ça vous pourrez le retrouver sur les internets. Mais voilà, l'idée c'était vraiment de vous présenter la saison avec les courses phares du calendrier, et puis aussi d'identifier un petit peu les différentes échéances. Loïc, du coup, on attaque l'année en général, on arrive au printemps, et comme chez les garçons, c'est la période de classique avec de belles courses au programme également. Bah oui, c'est sûr. Cette année, on va avoir une année super chargée pour le cyclisme féminin. Ça va commencer ça a déjà commencé en fait en Australie et avec l'UAE Tour. Mais la vraie grosse saison va commencer avec l'Omloop qui arrive le 24. Donc, moi, je sais pas qu'est-ce que tu t'attends de cette course? C'est toujours excitant le Newsblad, parce que c'est vraiment la première fois qu'il y a les courses pavées, c'est le week-end d'ouverture en Belgique, il y a toujours un petit grain de folie. C'est pas toujours les courses les plus excitantes, mais en tout cas, on a maintenant chez les femmes un beau calendrier avec le Newsblad qui est en World Tour. C'est vrai que c'est assez, c'est vraiment ces courses-là, c'est de l'excitation. C'est de l'excitation. Oui, on va avoir une ambiance de folie. C'est le début de saison en Belgique. Il va y avoir de la bière et des frites de partout, ça va être génial. Et j'espère voir des belles attaques.
Ouais, bah ça devrait. Et c'est vrai que même si les courses féminines suivantes arriveront un petit peu plus tard, avec surtout un enchaînement, bah on a fin mars, hein, où on fait La Panne, Gand-Wevelgem et Tour des Flandres en 10 jours. Bah c'est bien de remettre un pied en Belgique avant, mais il y a aussi deux belles courses en Italie en début mars. Oui, il y a les Strade Bianche et il y a le Trofeo Alberto Binda Donne qui est une course vraiment seulement pour les femmes et ça va être super sympa à regarder. Les Strade Bianche aussi, ça va être avec les fameux chemins blancs, ça va être magnifique et ça va lancer une belle saison. Et ouais, moi je voulais faire un petit focus sur le trophée Alfredo Binda parce que c'est une course qui existe depuis 1974 chez les femmes et en fait c'est un peu la première classique de référence dans le cyclisme féminin et ce qui est cool c'est qu'elle a pas son équivalent chez les hommes. C'est marrant parce qu'elle a la période de Milan-San Remo mais ça ressemble plus à un Tour de Lombardie si on devait la comparer au niveau de ses caractéristiques et clairement les plus grandes coureuses du peloton bah, se disputent la victoire, hein. La record woman c'est Marianne Vos qu'on ne présente plus Ah bah oui. avec 4 victoires mais voilà on a aussi Balsamo, Longo, Borghini, Nievia Doma donc ouais Non, mais il y a un c'est sacré sympa palmarès. d'avoir une course aussi historique, on va dire, dans le calendrier Mhm. féminin. 74, c'est quand même extrêmement vieux. Après, ça a été une course très italienne sur Bien les sûr. premières années. Mm. Mais moi, je trouve que c'est très intéressant pour nous, les suiveurs de cyclisme féminin, d'avoir une course historique, entre guillemets. Ouais, bah c'est sûr, c'est sûr. Et pour le coup, c'est le monument du cyclisme féminin, quoi. Ça, même si on va tout de suite dire que Paris-Roubaix, c'est un monument du cyclisme féminin, mais bon, il y a eu que 2 éditions. Mais deux ou trois, je sais Après, plus maintenant. Mais on va rentrer dans le débat trois. de qu'est-ce qui est un monument ou pas. Ah. Est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est le parcours? Est-ce que c'est la renommée? Est-ce que c'est l'historique? À voir. Ça, c'est un débat qui est ouvert. Ça, c'est un débat qui est ouvert et on me souffle dans l'oreillette que le père de Sarr va peut-être en parler bientôt. Donc, Ouh, un peu de teasing. à voir, un petit peu de teasing. Alors du teasing, eh ben oui, on pourra en faire aussi pour l'enchaînement ensuite qui suit ce week-end belge hein, de fin mars, où on va avoir une semaine après Paris-Roubaix, une semaine après l'enchaînement Amstel, et puis après, Flèche, Liège-Bastogne-Liège, bah, c'est aligné sur le calendrier masculin, c'est des courses qu'on connaît, donc forcément des grandes courses avec une belle renommée, et même ASO, je trouve qu'ils se sont appliqués cette année avec une belle nouveauté pour la Flèche et Liège, pardon. Oui, en effet, les femmes vont arriver après les hommes. C'est une toute nouvelle chose et j'espère que ça va amener encore plus de public à regarder le cyclisme féminin. Et je trouve que ça met quand même en valeur le cyclisme féminin et ça fait du bien quand même de se dire, ah, mais pour une fois, en fait, on les met en première, quoi. Ouais, puis il y a pas de raison en fait. Que ce soit Oui, forcément la course des femmes qui ouvre la course des hommes. Et ouais, moi quand j'ai vu cette annonce il y a quelques semaines, je me suis dit, ah, c'est cool, en fait. mm. C'est cool. Bah, c'est un peu ce qui a été fait aussi sur le Tour de France féminin, où en fait on le mettait directement après le Tour de France masculin, et en fait ça a quand même drainé énormément de Ouais, personnes en fait carrément. sur le Tour de France féminin. Ça a super bien marché, donc je pense que c'est dans la stratégie des organisateurs pour essayer de drainer plus de public et pour faire découvrir les gens bah, le sport, aussi le sport féminin, quoi. Oui, oui, ouais, c'est vrai ils ont dû s'inspirer de ça, t'as raison. Je pense que. Ouais, voilà, en tout cas, hâte de voir ça au mois d'avril. Alors après, il y aura une petite pause au niveau des classiques. Ça sera les courses par étapes et les grands tours. Donc ça, on vous en reparlera un petit peu plus tard. Et après, pour aller voir les courses d'un jour, bah, en fait, c'est surtout le Grand Prix de Plouay. Qui sera le 24 août cette année, qui va permettre aux chasseuses de classiques de s'illustrer. Ouais, c'est une course qui est juste à côté de ma maison, donc je suis content de pouvoir Ah, d'aller la voir. on aura un reporter inside. Magnifique. Ouais, on va aller, on va peut-être essayer d'aller chauffer des petites interviews là-bas, pourquoi pas.
Mais oui, c'est toujours la Bretagne, une belle région pour les femmes aussi, pour aller faire de la course. Et je pense que c'est une région qui est super bien dotée niveau équipe et niveau aussi coureuse. Donc moi, je pense que c'est une course super excitante. Et ouais, c'est vrai que c'est marrant du coup parce que le calendrier sur le World Tour, hein, qui sont les plus grandes courses du calendrier, c'est vraiment une concentration de courses d'un jour et de classiques jusqu'à fin avril. Et après, on a l'impression qu'on bascule sur que des courses par étapes. Euh, Mm. Peut-être qu'il y a des choses à rééquilibrer un petit peu. Bah Je carrément. sais pas ce que Bah je t'en pense penses. que ah bah si carrément. Je pense que c'est un peu dommage d'avoir en fait cette saison un peu en deux étapes. Après cette année, ça va être un peu spécial parce qu'il y a aussi les JO qui vont faire un peu une coupure dans cette Oui. période, on va dire grand tour. Et ce sera une Mais course d'un jour importante comme les championnats du monde aussi qu'on n'a pas cité dans les classiques, c'est vrai. exactement. Mais c'est vrai que ça ferait quand même du bien. Aussi, je pense que d'avoir bon, c'est une question d'organisation, mais d'avoir des courses exclusivement féminines d'un jour à cette période, parce que ça convient pas à toutes les coureuses et ça fait quand même, ça fait quand même une très grosse coupure, quoi. Je pense que ça fait presque une coupure dans la saison pour certaines coureuses et je trouve ça Mm. un peu dommage. Ouais, ouais, même si bon voilà, les coureuses sont polyvalentes et puis elles vont aussi sur les courses par étapes, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des choses à articuler autrement. Et puis ça c'est un débat qu'on pourra peut-être avoir dans la saison. Mais est-ce qu'il faut forcément aligner les courses femmes avec les courses hommes aussi? Donc ça, alors après en termes d'organisation, c'est sûr que c'est sûrement plus simple. Mais voilà, en tout cas, ça c'est le genre de questions on pourra se poser dans notre partie débat. Mais bon, voilà, c'est pas que des classiques le calendrier. Il y a aussi des grands tours. Alors ils font pas 3 semaines, mais ça ne reste pas moins des courses prestigieuses et difficiles. Et il y en a trois aussi, les trois grands tours. Bah oui, on a le Tour d'Espagne qui commence là le 24 avril. Oh non, le 29, pardon, il me semble. 29, ouais. Et qui va durer une semaine. Et on a le Tour de Burgos, mais qui est un peu, enfin, c'est quand même une belle étape, mais il dure que 3 jours. Et après, il y a le Tour de France féminin et il y a le Tour d'Italie féminin. Oula, je suis parti un peu dans les tours. J'ai complètement, Ouais, me ouais, suis emmêlé mais les pinceaux niveau date. En fait, j'essaie de faire ça un peu par importance dans ma tête, mais en fait, ouais, j'ai pas fait ça niveau chronologique. c'est pas grave. Euh, On citera les dates rapidement, il y a pas de souci. Mais oui, le Tour d'Italie, en fait, qui est du 7 au 14 juillet, Ouais. et après, on va sur le Tour de France, qui est du 12 et 18. Le Tour de France qui a été rallongé, enfin, qui a été pas rallongé, qui a été raccourci un peu par rapport à l'année dernière. Je sais pas ce que t'en penses, Ouais. toi. Ouais, alors je pense que le Tour de France cette année, ils ont surtout eu des contraintes de calendrier parce qu'habituellement, ils s'enchaînaient avec le Tour de France masculin, comme on l'a dit tout à l'heure. Sauf que bah là, il y a un petit événement à Paris début août qui fait que qui pouvait pas faire la course. Donc je pense que le Tour, il a fallu qu'il se trouve une place. Là, ça va être mi-août cette année. Et à mon avis, c'est un peu à cheval entre pas mal de trucs. Euh, ouais, c'est un peu raccourci. Après voilà, il y en a beaucoup qui peuvent dire oui, il faut le rallonger, tout ça. Euh, Hmm. c'est à voir, parce qu'après il y a une telle, À voir, oui. enfin voilà, ça c'est Il y a une c'est grosse pas densité, forcément, là, ouais, ouais, et puis il y a une telle différence de niveau entre les filles que si tu fais une course de 3 semaines, en fait, il va c'est y ça le avoir problème. des heures d'écart, et c'est pas la faute c'est un problème d'homogénéité du niveau. Donc Mais là, tu vas nous spoiler notre petit débat d'après. mais c'est Mais c'est c'est pour aiguiser. bon, bah oui, faut quand même enlever, enfin, faut envoyer les petits indices. Mais après, est-ce que tu penses pas aussi que pour, par exemple, les pistards qui vont sur un Tour de France, moi je pense à Clara Copponi qui va quand même avoir une grosse préparation pour les JO. Est-ce que tu penses qu'elle va aller sur le Tour de France, par exemple? Ouais, c'est possible, hein. Elle peut, après son gros objectif des JO, enchaîner. Tout dépendra du début de saison aussi. Moi, je pense pas que ce soit infaisable d'enchaîner les deux. C'est tout à fait possible. Puis le Tour de France est une course tellement prestigieuse que si tu peux y aller, tu y vas de toute façon. Et que Mm. c'est forcément dans un coin de ta tête en tant qu'objectif.
Mais ouais, en tout cas, ouais, c'est sûr que le Tour de France est un petit peu chamboulé. On verra comment il réajuste en 2025. Ouais. Je pense que Je là, pense que c'est un peu 10 particulier. jours, ce serait quand même pas mal. Peut-être une course de 10 jours. Mais après, pour revenir à cette année, tu vois, un Tour de France aussi court, un pic de forme, il peut durer après pendant les JO pour une coureuse. Donc, entre guillemets, faire le Tour de France en premier volet de pic de forme, ça peut être super intéressant. Ah ouais, ouais, mais carrément, carrément. Mais ça, ouais, ça, on verra comment est-ce que ça se passe. Mais ça va être intéressant d'étudier les calendriers de course des filles aussi. On sait que, bah, par exemple, Annemiek van Vleuten, elle a gagné les 3 grands tours la même année. Donc, on pourrait se dire comme ça, ouais, mais ça fait un calendrier de dingue. Ben, finalement, quand on y réfléchit, pas tant que ça, et on voit qu'il y a beaucoup de filles qui enchaînent tous les grands tours. Donc, Hmm. Bah, c'est pour ça qu'on pourrait se dire, on pourrait un peu les rallonger. Parce que, ouais, est-ce ouais, pour que. éviter ça, du coup, ou les Ouais, rapprocher, ou je sais pas. Mm. exactement. C'est des questions qui se posent. Je pense que, comme c'est quand même un calendrier qui est encore en construction, il n'y a pas encore énormément de courses complètement ultra historiques. C'est encore un calendrier modulable en fait, et on peut rallonger des courses par étapes. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est qu'en fait voir aussi le sport évoluer. Et en fait, je trouve que c'est une partie du sport qui est beaucoup plus modulable que chez les gars, et c'est aussi beaucoup plus sympa à regarder à cause de ça. Mm. Parce qu'il évolue tout le temps, toutes les années ça Ouais, change. ouais. Et après, pour les coureurs, c'est pas forcément très agréable non plus, je pense, d'avoir un calendrier qui change souvent. Et des courses, des fois, qui partent un peu n'importe quoi. Je crois que c'était sur le Tour des Pyrénées l'année dernière où il y avait des voitures sur la route. Tu vois, par Oui, oui, exemple, ça oui, ou c'est. ça, il y avait eu des trucs, ouais, ouais, un peu bah, dangereux et qui doivent pas avoir lieu du coup. Mais ouais, puis par rapport au calendrier, il y a aussi le Giro qui en juillet, c'est toujours en même temps que le Tour de France masculin, et du coup, il perd en visibilité. Je trouve ça très dommage parce que c'est une très belle course. Et en fait, c'est parce que historiquement, ça fait des années et des années là-dessus. Les Italiens ont été beaucoup plus en avance que ASO et le Tour de France. Ça fait très longtemps que le Giro et pour les femmes, Giro Donna existe. Et c'est vrai qu'historiquement, bah, il était en juillet. Et il y a peut-être aussi quelque chose à revoir de ce côté-là, justement, pour lui donner plus de visibilité. Ah bah carrément, est-ce qu'il faut le bouger ou pas? Est-ce qu'il y a, il y a des choses historiques derrière, mais ça quand même ça enlève énormément de visibilité parce que tout le monde est à fond sur le Tour de France, tout le monde regarde les étapes et en fait malheureusement il y a beaucoup de spectateurs qui vont pas regarder le Giro alors que c'est une Mm, course géniale mm, quoi. mm. Et c'est dommage de que le Tour de, enfin, entre guillemets c'est normal que le Tour de France draine autant de personnes et mais est-ce que c'est au calendrier féminin de s'adapter? Je sais pas. C'est une question qui se pose et voir en termes d'organisation, mais en termes d'économie, enfin en termes purement économiques, je pense que pour le Giro Donna, c'est quand même beaucoup mieux pour eux de déplacer l'épreuve parce qu'ils vont avoir beaucoup plus de spectateurs. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Mais du coup, bah, il n'y a pas que des courses hein, dans ce World Tour féminin. Il y a aussi des équipes. Alors, il y a 15 équipes inscrites, enregistrées en tant que World Teams, avec des petites nouvelles qui font leur apparition. Donc, je crois que Loïc, tu as prévu de nous les présenter rapidement. Bah oui, il y a la l'AG Soudal qui est, il me semble qu'ils sont pas complètement, ils sont pas reliés à la Soudal Quickstep. Il me semble il y a un sponsor en commun, mais que c'est pas deux structures qui sont liées. Ils ont fait une super bonne impression sur le Tour Down Under en commençant la saison, et ça fait plaisir de voir une équipe avec des sponsors aussi solides entre guillemets rentrer dans le World Tour. Et après, on a Ceratizit qui arrive. Il avait fait une super première impression avec Cédric Herbal sur le Tour de France féminin qui avait Mhm. gagné le classement des le Des maillot jeunes, blanc. ouais. Ouais, exactement. Donc ça fait du bien de voir des équipes rentrer dans le World Tour et voir que c'est quand même c'est attractif pour les équipes d'arriver, surtout avec toutes les histoires qu'on a eues avant. Je pense que d'ailleurs, en fait, il y avait 16 équipes qui avaient appliqué entre guillemets, enfin qui voulaient rentrer dans le World Tour féminin et ils en avaient sélectionné 15. Donc ça montre que le World Tour est attirant
pour les équipes. Ouais, ouais, exactement. Alors, je crois justement que c'est la même structure qui gère les équipes Soudal Quickstep et puis l'équipe développement aussi chez les garçons. Oui, il me semblait que c'était ça. Mais, Ok, merci de m'avoir glissé ça à l'oreillette. Oula. voilà, non, non, ouais, c'est pas grave. Voilà, il y a à vérifier, mais du coup, si les auditeurs ont plus d'infos par rapport à ça, on est bien sûr preneur. Mais en tout cas, à la base, l'équipe était pas. Et je crois que voilà, avec l'arrivée du sponsor Soudal, il y a eu un rattachement. Il y a un truc comme ça. Mais voilà. Ouais, ils courent sur les mêmes vélos en plus, il me semble qu'ils sont sur Ouais, Speed ouais. aussi, donc il y a beaucoup de choses en Ouais, ouais, commun. c'est ça. C'est pas comme, on va dire, comme Cofidis. Disons que là, c'est Cofidis, c'est quasi la même équipe, mais il y a, voilà, c'est un peu Hmm. une maison mère en commun, plutôt. Ouais, par exemple, c'est à la FDJ où ils sont pas du tout reliés, par Ouais, exemple. ouais, voilà. C'est deux structures totalement. C'est deux structures différentes. Là, la FDJ, c'est différent, ouais. Il n'y a pas les mêmes, on voit pas les mêmes sponsors, pas les mêmes, ouais, les mêmes encadrants. C'est juste qu'il y a FDJ qui s'est posé là au milieu. Hmm. Ouais, ça peut porter un peu à confusion, surtout qu'ils étaient sur la pierre les deux l'année dernière, donc après, là, ils sont plus sur les mêmes vélos. Je pense qu'il y aura plus trop de confusion à avoir. Euh, Après, est-ce que tu penses qu'une équipe doit forcément être reliée à une structure masculine? Moi, je suis pas sûr que ce Oh, soit non, nécessaire. non, non, La non, pas plupart du des tout. équipes le sont pas. Non, non, non. Après, je pense que il y en a, ça les a aidés à se construire. Et du coup, ça a aidé à avoir un budget. Tu vois, par exemple, la Movistar, qui a pu avoir Annemiek van Vleuten avant qu'elle prenne sa retraite. Si ça s'était pas créé à partir de l'équipe masculine, donc qui avait des moyens engagés, bah, peut-être que c'était plus compliqué de créer l'équipe et qu'elles auraient jamais pu se payer la numéro 1 mondiale. Donc Ah bah c'est sûr. ça peut. Mm. Enfin, moi je dirais pas que c'est bien ou c'est pas bien, mais en tout cas c'est pas c'est loin d'être une obligation. Ça c'est clair. Ah, c'est clair, oui. Après, tu vois, par exemple, la DSM, c'est deux structures qui sont ultra reliées Mm. et on voit qu'ils mettent les moyens pour essayer d'attaquer, on va dire, la SD Works. En plus, on a une super française qui est là-bas, Juliette Labousse. Mm. Est-ce que tu penses que cette année, elle va nous claquer un podium sur un grand tour? Ah bah elle l'a déjà fait l'année dernière, donc il y a pas de. Maintenant c'est là où on l'attend hein, de toute façon. Après le top ce serait d'arriver à le faire sur le Tour de France. Moi je pense qu'il y a carrément moyen. Elle elle progresse d'année en année et on sent une certaine alors je sais pas si c'est une certaine maturité, mais une certaine force, et puis que c'est vraiment la leader de l'équipe, et puis qu'elle arrive à ouais, être au niveau des toutes meilleures. Et, euh, et du coup, enfin clairement, oui, moi c'est là où je l'attends en 2024, c'est sur le podium des grands tours, et je pense que elle, c'est clairement ses objectifs. Je vois pas trop ce qu'elle pourrait viser d'autre. Bah, c'est sûr qu'elle a un profil qui est fait pour les grands tours. Moi, je l'attends là-dessus aussi. Grosse Et rouleuse, hein. Grosse rouleuse aussi. oui, oui, enfin, c'est quand même une super coureuse. Et moi, je l'attends faire des gros résultats. Et elle est dans une équipe étrangère et elle est française. Je pense qu'il faut quand même pas mal aussi de courage pour se dire, ah, je vais changer totalement d'environnement. Parce qu'il me semble qu'elle venait de la FDJ. Non, non, Et non, non. Et ça fait depuis elle était pas là. 2017, en fait, elle a été recrutée, elle était encore junior. Ah oui. Oula, Euh, excusez-moi. ouais, ouais, non, non, elle, ça fait très longtemps qu'elle est. C'était Sunweb à l'époque. Et je crois même que c'était les. Enfin voilà, c'était pas le cyclisme féminin d'aujourd'hui. Et en fait, elle a justement échappé bah, aux équipes françaises en étant Échappé? Oula. et ouais, ça arrive hein, parfois. Ouais. Alors le fact-checking va faire mal sur cet épisode, mais oui, bah, en même temps, c'est aussi intéressant pour elle d'avoir eu aucune expérience avec les équipes françaises. Et je pense que ça va être complètement différent par rapport à d'autres coureuses comme expérience. Et elle a l'air de scorer, donc ça a l'air d'être un pari très très gagnant pour l'instant. Ah oui, oui, bah pour l'instant, c'est très très gagnant. Elle est en train de se construire un très beau palmarès. Et ouais, deuxième du Giro l'année dernière. Quatrième du Tour, c'était il y a 2 ans. Et cinquième l'année dernière. Ouais.
Et puis en 2022, il a aussi gagné le Tour de Burgos, donc qui est aussi une course plus courte en Espagne. Ouais, et qu'est-ce que mais qui est t'attends de la relevé. Trek, toi, cette année? Bah, la Trek, moi, c'est une équipe que j'aime bien. J'aime bien, ouais, Elisa Longo Borghini. J'aime beaucoup aussi Gaia Realini, l'italienne, la grimpeuse là, qui a fait une super saison l'année dernière. Elisa Balsamo aussi, qui est très rapide bah voilà, sur les arrivées groupées. Et je pense qu'elle peut vraiment. C'est une équipe qui peut vraiment batailler sur tous les terrains. Euh, voilà. Après enfin, comme les années d'avant, j'ai toujours l'impression qu'il manque encore un cran pour lutter vraiment bah, face à la SD Works, hein, qui est l'ogre du peloton féminin. Mais il y a un bel effectif, et puis le fait aussi que maintenant Clara Copponi soit dans cette équipe. Elle a fait une belle troisième place d'ailleurs au sprint là sur la deuxième étape de l'UAE Tour. Donc, euh, donc ça enfin voilà, c'est super intéressant. Je pense que la formation choisit des coureuses qui peuvent avoir le potentiel de s'exprimer. Il y a aussi les sœurs canadiennes Holmgren, que si vous êtes amateur de cyclocross, vous les avez forcément vues briller, notamment l'année dernière en junior. Je crois qu'elles avaient fait doubler sur le championnat du monde. Et puis, Ouais, pareil, on les a vues encore à la fête cette année. Et je pense que là aussi, il y a des beaux potentiels pour briller sur la route. Shirin Van Anrooy aussi. Donc, non, il y a plein de talents dans cette équipe. Et moi, ouais, je trouve qu'il y a une harmonie dans cette formation qui me plaît bien. bah, moi, je pense que ça va être. Enfin, j'espère qu'ils vont réussir à se battre contre la SD Works. Et tu vois, par exemple, Van Dyke qui rentre de son congé maternité, elle a été, enfin, justement, elle en parlait dans des podcasts. Elle a été super protégée par l'équipe. Enfin, elle a été comprise à ce sujet. Je trouve que c'est quand même une équipe assez inspirante qui protège bien ses coureuses. Ça a l'air d'avoir une ambiance vraiment pro qui donne plus confiance. Et je pense que c'est important d'avoir ce genre de grosse formation dans le peloton féminin. Ouais, ouais. Et ouais, après, voilà, c'est vraiment à voir à quel point cette formation peut se mêler dans la lutte vraiment avec la SD Works qui écrase tout. Moi, c'est un petit peu mon inquiétude, mais en tout cas, cette team me plaît beaucoup, effectivement. Effectivement. Bah, c'est vrai qu'on n'a pas encore, entre guillemets, parlé, on va dire, l'ogre dans la pièce. On n'a pas parlé de la SD Works et ça rejoint un peu notre petit futur débat. Est-ce que, enfin, qu'est-ce que va faire la SD Works cette année? Donc on va enchaîner sur la SD Works alors. Ouais, Est-ce qu'elle t'as pas trop peur? est-ce qu'elle va vraiment tout écraser comme l'année dernière? Bah écoute, moi si tu veux, j'ai regardé les 3 premières étapes de l'UAE Tour avec bah, 3 victoires de la SD Works qui a gagné 2 fois au sprint, et Lotte Kopecky se met à s'imposer lors des arrivées au sommet maintenant. Ouais, c'est impressionnant ça. Donc, si tu veux, là, ouais, parce que bah, il y avait quand même une belle concurrence sur cette épreuve, hein. Des filles comme Mavi Garcia, la grimpeuse espagnole, Gaia Realini, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y avait aussi, alors, elle a failli gagner l'Australienne de la Canyon SRAM, Neve Bradbury, qui a failli partir et puis s'imposer. On l'avait vu. Bah, pas encore au plus haut niveau, mais là, elle a fait une super course récemment. Là, elle a que 21 ans, donc il n'y avait pas n'importe qui. Et puis voilà, donc que Lorena Vibus domine les sprints massifs, c'est pas une surprise. On sait que c'est la meilleure, mais j'ai un peu l'impression qu'elles vont être une fois de plus inattaquables sur les grosses courses. Bah oui, moi j'ai bien peur. Enfin, le Down Under a été une bouchée d'air frais pour moi, où ils sont pas descendus là-bas. Et je me suis dit, ah, ça fait du bien quand même de pas voir des SD Works gagner tout. Mais moi j'ai bien peur que Demi elle nous fasse un triplé cette année, Ouais. c'est. Je pense qu'elle va avoir les dents super longues, elles vont attaquer tout le temps, elles sont super fortes, elles surdominent. Il y a Kopecky qui est dans une année olympique, je pense que là, elle a plusieurs objectifs en tête, et enfin,
Ce qu'elle nous a fait sur le Tour de France l'année dernière, déjà, garder le maillot jaune jusqu'à aussi tard, et après, maintenant qu'elle commence à gagner sur des étapes presque en montée de montagne, quoi, je me dis, mais où est la limite, quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Ils dominent partout. Il y a Demi Vollering, elle gagne les grands tours, il y a Kopecky pour les classiques et même pour les grands tours maintenant, il y a Vibus pour les sprints, mais c'est est-ce que c'est écœurant? Est-ce que c'est magnifique? Je sais pas quoi dire, quoi. Bah, disons que c'est... Alors c'est sûr elles sont hyper fortes et puis il y a un effectif qui a aussi une certaine maturité et puis ça, je pense que ça fait une grosse différence aussi par rapport à d'autres teams plus faibles. Mais après c'est sûr que pour l'attractivité et puis pour le spectacle c'est beaucoup moins fun et ça... Au bout d'un moment, quand c'est toujours les mêmes qui gagnent, peu importe le sport ou quoi que ce soit, bah c'est sûr que ça a un peu moins d'intérêt, ça fait un peu moins rêver. Et puis, si on sait que elles vont se retrouver à 3 SD Works dans les 5 de la finale d'un final d'une classique, bon bah voilà, on va rapidement se dire, bah allez, hop, c'est plié, on n'en parle plus. Voilà. Moi j'ai un peu peur de ça, on verra hein, sur les Flandriennes, mais moi j'ai un peu peur de ça sur sur Bah, les courses carrément. pavées, quoi. Mais après, après, elles bossent mieux que les autres, mais elles ont surtout beaucoup plus de moyens que les autres. Et entre guillemets, l'effet bulldozer est expliqué par ça, quoi. C'est elles ont des moyens énormes. Elles bossent comme, bah, c'est une équipe World Tour masculin, quoi. Elles sont extrêmement bien préparées. Elles bossent super dur. C'est une équipe un peu à la Visma qui se dit de chercher les gains marginaux de partout et ils sont super pros, quoi. Ouais, mais ça fait penser à la Visma, c'est vrai, cette équipe. Euh, et, euh, et surtout que bah là, il y a quand même un facteur qui est assez important cette année, c'est que bah, il n'y a plus Annemiek van Vleuten dans le peloton. Bah Elle oui, elle perd une grande. qui arrivait à les battre, même si elle avait été mise en échec sur le Tour de France. Mais voilà, en 2022, elle avait quand même réussi à tirer son épingle du jeu sur quasiment tous ses objectifs. Et puis la SD Works avait été un peu moins dominatrice, mais l'année dernière, et même sur les classiques, on a vu Demi Vollering écraser vraiment tout sur son passage, et sur les classiques, elle était assez impressionnante. Donc il y a peut-être un petit peu plus de raisons de s'inquiéter pour cette année encore. Bah oui, mais après, est-ce que ça pose des questions aussi? Comme je te disais, c'est encore une partie du sport qui est malléable. Donc on peut se dire, est-ce qu'il faut faire un salary cap? Est-ce qu'il faut dire, ah non, mais vous n'avez pas le droit de dépenser tant de plus que tant de pourcentage de plus que les autres? Est-ce qu'il y a des solutions administratives ou est-ce que naturellement, d'un certain nombre d'années, les autres équipes vont se hisser à leur niveau? Est-ce que il faut brider ou est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait une sorte de remise à niveau au cours du temps? Et en fait, moi, ce qui me fait peur, que si on laisse faire et qu'on se dit, bah, on va faire une remise à niveau, c'est que cette remise à niveau, elle prenne des dizaines d'années et qu'en fait, les spectateurs et les spectatrices ne regardent pas le cyclisme féminin. Et en fait, on perd de l'attractivité à cause de cette équipe. Mm. Ouais, je suis d'accord. Et puis en plus, après le problème, c'est que si tu veux mettre un salary cap, par exemple, eh ben on va te dire, oh, mais vous voulez pas que le cyclisme féminin il se développe et tout ça, tout ça. Donc après, c'est des règles, je pense, qui devraient être transversales aux hommes et aux femmes, et puis que l'UCI devrait décider pour tout le monde si elle veut mettre des choses en place, parce que finalement cette question-là elle est légitime aussi dans le cyclisme masculin. C'est juste qu'il y a plus de formations qui dominent, mais limiter UAE et la Visma, c'est peut-être pas si con. Là, Non, c'est pas déconnant. effectivement, là, ça limiterait qu'une formation. Euh, mais oui, oui, c'est clair que ça. En fait, c'est aussi le souci dans ce sport, le cyclisme féminin qui est en développement, c'est que il y en a qui mettent très vite beaucoup de moyens, donc qui peuvent avoir des grosses équipes, avoir des moyens, avoir des super vélos, avoir des mécanos, avoir des nutritionnistes, avoir une vraie structure professionnelle, comme on a l'habitude de retrouver en World Tour masculin. Et de l'autre côté,
dans ce même World Tour, et on parle pas encore des catégories inférieures, et tout ça, il y a pas la même force financière. Donc du coup c'est plus compliqué d'avoir toute cette structure autour, donc forcément tu t'entraînes peut-être un peu moins bien, tu récupères peut-être un peu moins bien, t'as du matériel peut-être un petit peu moins bon, et tout ça cumulé, forcément t'es moins performant. Si en plus pas de chance, t'as un peu moins de talent, et puis que l'équipe qui avait les meilleurs moyens avait les meilleurs recruteurs, et qu'ils ont recruté des super coureuses à 17 ans alors que les autres teams les avaient pas vu venir, et ça creuse encore les inégalités entre les équipes. Et donc ouais, ça c'est des vraies questions à se poser, mais ça c'est quelque chose qui va mettre du temps à se mettre en place. Et moi, clairement, à court terme, pour moi, la seule solution pour que la SD Works soit concurrencée, alors ce sera pas cette saison, mais c'est vraiment qu'il y a un sponsor qui arrive, qui lâche, qui arrive avec ses grosses valises de billets, et puis qui disent ok, nous on fait ça, et puis on recrute l'autocopéki, quoi. Ouais, il en faut À la plusieurs limite, même. en fait. Il en faudrait deux, trois des sponsors comme ça. Ouais. Mais moi, ce qui me désespère, c'est qu'il y a des coureuses qui arrivent pas à se tirer un salaire décent. Peut-être pas au niveau World Tour, mais au niveau Conti, des gens qui arrivent pas à bosser dans de bonnes conditions parce qu'il n'y a pas assez de moyens. Et en fait, ça fait que les écarts se creusent énormément et que sur des courses à étapes, on puisse pas faire des courses de 3 semaines parce que les écarts sont aussi énormes. Et après, on a vu aussi ce qui s'est passé, par exemple, avec Cordon Rago qui était parti chez ZAF l'année dernière parce elle avait quitté Trek. Et l'équipe qui disparaît au bout de 6 mois, qui la paye Qui jamais. payait pas les filles, ouais. C'est pas des conditions de travail qui sont légales, tout simplement. Et mais imagine juste le fait de bosser dans ce genre de milieu, ça doit être super dur. Et à côté, on a la SD Works qui est un mastodonte qui avale tout, quoi. Donc ça pose des questions sur aussi. Enfin, je pense que l'UCI doit faire vraiment très gaffe à qui rentre dans le cyclisme féminin. Est-ce que c'est des structures sérieuses? Et ça fera du bien au cyclisme et ça montrera aussi un côté beaucoup plus pro. Et en fait, ça va attirer beaucoup plus de gros sponsors si on donne un côté pro. Il faut vraiment que les équipes payent leurs coureuses juste parce que c'est légalement obligatoire. Et après, c'est que ça donne une image professionnelle du cyclisme féminin. Donc moi, je veux plus entendre des histoires comme à la ZAF, là, où en fait, c'est quand même une légende du cyclisme français qui s'est retrouvée euh, pas à la rue, parce que il y avait de la sécurité derrière, mais imagine pour des causes un peu moins Oui, c'est connues qui ça. étaient parties Et qui étaient parties là-bas. elle a pu retrouver quelque chose parce que c'est Audrey Cordon-Rago, mais d'autres filles, elles ont rien retrouvé. Mm. Bah oui, c'est même, enfin, imagine elle avait amené un kiné, il me semble, ou des mécanos, etc., qui se retrouvent, eux, ils ont beaucoup moins de pouvoir d'attractivité, on va dire, que les coureuses, et ils se retrouvent au chômage. Et après, ça se passe chez les hommes aussi, on a vu le cas BNB, mais c'est quand même beaucoup moins fréquent, et j'ai l'impression que ça arrive beaucoup plus chez les femmes, et c'est super dommage, quoi. Ouais, ouais. Non, mais c'est clair que c'est dommage. Et puis, par rapport à ça, on a l'exemple de Tiffaine Laurence, qui a dû arrêter sa carrière alors que elle était on pensait au début de sa carrière, et puis finalement, elle a pas pu continuer. Alors bon, maintenant on la retrouve au micro sur Eurosport, mais voilà, à 25 ans, où elle dit, en fait, enfin, clairement, si je veux vivre, je peux plus continuer à être cycliste soi-disant professionnel. Alors elle courait pas en World Tour, elle courait juste au niveau en dessous. Mais elle a fait le Tour l'année dernière, elle faisait les plus grandes courses, elle a fait les classiques. Mais sauf que, forcément, si il y a deux solutions, c'est soit t'es assez payé, tu as le temps de t'entraîner, de récupérer, de bien bouffer, et puis qu'on te paye les déplacements pour aller sur les courses, et puis qu'on te verse un salaire. Ou alors, si t'es obligé de bosser à côté, en fait, c'est juste pas possible. Tu peux pas lutter. Et C'est pas le cyclisme professionnel, tout simplement, voilà, c'est pas c'est professionnel, l'amateurisme. c'est autre chose. Mais du coup, ces formations-là, elles ont rien à faire sur le Tour de France à ce moment-là. Ah non, Voilà. non, non. Donc, Je pense pas. Après, il y a aussi un problème enfin, le cyclisme féminin, il est encore jeune et
Je pense qu'au niveau amateur, il n'y a pas encore énormément de structures Mm. aussi qui forment les coureuses. Ça peut être, enfin, en tout cas, c'est le cas en France. Je pense qu'aux Pays-Bas et en Belgique, c'est totalement différent parce que on a quand même une culture du vélo qui est différente et en fait, les filles ont enfin, malheureusement, hein, ou heureusement, je sais pas, mais c'est peut-être aussi pour ça qu'elles surdominent, c'est qu'en fait, il y a des filles qui ont commencé à courir beaucoup plus jeunes, beaucoup plus tôt, euh, avant les Françaises en fait, ou avant, mais même les Italiennes, elles sont beaucoup plus en Ouais, avance. ouais. Là, je prends l'exemple du cyclisme français, mais j'ai l'impression que le cyclisme français, sur le côté féminin, on est un peu en retard. Mais au niveau amateur, il y a très peu de structures, et ça explique aussi que si en dessous, on se retrouve avec enfin, des structures un peu branlantes, en fait, c'est normal qu'au-dessus, ça suive un peu moins aussi. Ouais, oui, bah c'est sûr qu'il y a il y a une logique derrière et ça. Alors ça, je pense que ça se mettra. En fait, le problème, c'est que ça va prendre du temps parce que ça va se mettre tout doucement. Là, tu vas voir des jeunes filles qui vont regarder le Tour de France, qui vont se dire ah bah en fait le rêve de faire le Tour de France, bah maintenant je peux parce que en fait il y a vraiment un Tour de France féminin. Donc moi, en tant que jeune fille, je peux rêver ça. Donc bah tiens, je vais aller voir dans ma ville s'il y a un club de vélo. Et puis c'est comme ça, mais et après, s'il y a des demandes, bah, les clubs ils vont mettre en place des structures, des entraînements adaptés aussi. Et puis là, ça pourra un petit peu plus. Je pense que ça va arriver, mais il faut attendre encore 4-5 ans, voire plus, pour que ça porte ses fruits. Oh, Et même 10 ans, 10-15 ans, hein. ouais, Je pour pense vraiment que que ça porte ses ça va prendre fruits du temps, hein. en termes de si on de briller sur le Tour de France ou être à niveau égal. Et encore que là, il y a des jeunes françaises qui sont qui sont déjà super fortes, hein, et puis qui arrivent comme ça. Donc on peut se dire qu'il n'y a peut-être pas eu la formation idéale. Mais oui, Ah, bah mais du c'est coup, sûr il y a quand même énormément de potentiel dans le cyclisme féminin français. Et c'est pour ça aussi qu'il faut une bonne image du World Tour féminin. Mm, Il faut pas qu'il y ait des équipes comme, bon, ils n'étaient pas au niveau World Tour, ils étaient au niveau Conti. Mais il faut pas qu'il y ait le genre d'équipe qui arrive, quoi. Il faut vraiment montrer la, que c'est un monde pro et que tu peux vivre de ça. Il faut que les jeunes filles, quand elles regardent le Tour de France, elles se disent, ah, mais en fait, je peux gagner des sous en faisant ma passion, en faisant ce que je suis, enfin, quand je suis forte en ça, je peux atteindre les hauts sommets. Et il faut montrer une structure pro. ouais, non, mais c'est clair. Je pense on va y arriver tout doucement, de toute façon. Si on avait parlé de ça il y a 2-3 ans, on... enfin, c'était encore pas développé à ce point-là. Il n'y avait pas autant de formation avec des moyens, donc ça enlevait pas le problème des inégalités, hein. C'était déjà le Mhm. cas. Mais, euh, mais du coup, moi, L'avantage, c'est que ça va à 1000 à l'heure, hein. Ça va à 1000 à l'heure, ouais, donc ouais, c'est ça, ça peut, et c'est pour ça, ça peut aller très vite. Et moi, quand je vois enfin voilà, ces derniers temps, il y a eu très régulièrement des équipes masculines qui font une équipe féminine aussi. Et on en parlait un petit peu tout à l'heure. Moi, je trouve ça bien dans le sens où ça donne tout de suite des moyens. Je prenais l'exemple de la Movistar, mais on a aussi d'autres d'autres formations qui le font. On a parlé de Cofidis, on a même parlé, enfin on n'en a pas parlé, mais il y a l'équipe Saint-Michel-Aubert avec leur beau maillot orange. ouais, il est magnifique. Et, Ouais. et du coup, bah, là, on voit même sur les courses World Tour l'équipe féminine, alors que l'équipe masculine, on la voit pas sur les courses World Tour parce qu'elle est pas, elle peut pas, elle est à un niveau trop bas. Et, euh, et ça, du coup, c'est super intéressant aussi, et ça permet du coup bah voilà, d'amener, ça va permettre d'amener d'autres sponsors et c'est vraiment, ouais. Mais je pense qu'on peut être, à mon avis, on va être agréablement surpris de la vitesse à laquelle ça va aller. Hmm. Euh, la, Ouais, je la, pense que, la par exemple, création du Tour de France femmes, ça a apporté beaucoup quand même. oui, oui. Après, je pense que, par exemple, il faut aussi regarder au niveau du VTT, etc. C'est énorme, hein. En Amérique du Nord, moi, je me souviens quand je faisais du cyclocross en Amérique du Nord, il y avait énormément de filles qui Mm. faisaient du cyclocross au Canada, aux États-Unis. Elles faisaient aussi les saisons VTT. Et en fait, j'avais l'impression que c'était ultra développé. Après, c'était pas sur la route, mais il y a entre guillemets, des filières de cyclisme féminine qui vont devenir énormes dans le futur. Moi, je suis sûr que la scène nord-américaine
au niveau féminin, ça va exploser dans les prochaines années. Ouais, et puis ça, c'est l'avantage aussi des sports. Enfin, c'est pas forcément route, c'est aussi en VTT, en cyclocross. Il y a beaucoup plus cette culture du. Eh ben, il y a une course homme, une course femme, une course pour les juniors hommes, une course pour les juniors femmes. Et en fait, c'est beaucoup plus. Instauré, on va dire, dans ces courses-là, que tu te poses même pas la question de créer une course pour les femmes, parce qu'en fait, il existe forcément à partir du moment où tu fais ton événement, ta course de VTT, ta course de cyclocross, et, euh, et ça, même en France, c'est un petit peu le cas. Donc oui, c'est clair que ça va aussi permettre à des jeunes filles qui passent par ces courses-là, de plus facilement aussi basculer sur la route, donc ça va être intéressant également à observer. Oui, je pense que le futur est très beau et on va avoir des super, super dames qui vont arriver sur la route. Et après, tu vois, par exemple, sur un événement VTT, il y a le fait que, comme tu dis, les hommes et les femmes et les juniors et tout le monde arrivent en même temps. Donc en fait, on va avoir plus une équité des structures aussi, parce qu'en fait, il va avoir la partie, on va dire, les Alpecin qui vont arriver sur leur event VTT. Ils vont amener le camion pour les hommes et pour les femmes. Et en fait, elles vont avoir les mêmes mécanos, les mêmes kinés, etc. Ou même quand ils bossent l'un à côté de l'autre, tu vois, pour une image de marque, tu peux pas avoir, si une marque sponsorise l'équipe féminine et l'équipe masculine, ils peuvent pas se dire, ah, on va mettre des bus différents. Ils sont obligés de Oui. mettre les mêmes bus, les mêmes gros bus. Donc ça montre un côté beaucoup plus professionnel aussi. Je te propose qu'on conclue ce débat là-dessus. Franchement, c'était cool et ça donne plein d'idées de débats à venir. Je pense qu'on a vraiment plein de choses à dire sur le cyclisme féminin et à la fois sur les courses, hein. On va se régaler en analysant les premières épreuves. Là, on est vraiment au tout début. Et puis. Et également, voilà, plein de questions sur le cyclisme féminin en développement en tant que sport professionnel. Et ça, c'est hyper intéressant également à observer. Loïc, je te remercie beaucoup pour ce temps passé sur ce premier podcast de la Petite Reine. Voilà, c'était vraiment top et j'ai déjà hâte d'être au prochain. Ouais, bah pareil, moi ça me fait super plaisir. Moi, la petite partie débat, moi ça me fait. J'ai adoré ça, comme discuter avec toi, discuter de nos différentes idées. Après, elles se rejoignent, j'ai l'impression, donc c'est qu'on on se ressent quand même pas mal à Radio Fringale. Mais j'ai hâte d'entendre des futurs débats et de parler de la belle saison qui arrive. Ouais, ouais, carrément. Là, on a des belles courses qui vont se présenter. Et quand on se retrouvera au mois de mars, y aura déjà de belles épreuves qui auront eu lieu. Donc voilà, on pourra débriefer tout ça, en tirer aussi, pourquoi pas, les premiers enseignements. Et puis teaser un petit peu sur qu'est-ce qui va se passer sur les classiques pavés. Parce que quand même, ça va être très excitant. Ah bah oui. Merci beaucoup Loïc, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Un petit rappel, si vous n'êtes pas abonné, c'est cool de le faire, de nous soutenir à Radio Fringale. Pour aussi, vous pouvez, oula, je perds mes mots, mais décidément ce débat m'a retourné. Vous pouvez également nous soutenir en adhérant à l'association et puis pensez à aller jeter un coup d'œil sur Facebook, sur Instagram pour regarder lire les articles écrits de Simon et de Matt. On vous dit à bientôt. Merci Loïc. Et puis surtout, en cyclisme féminin, c'est valable comme en cyclisme masculin, comme dès qu'on met ses fesses sur une selle. Pensez à vous alimenter car la fringale guette. Ciao tout le monde. Salut, salut. Gros bisous tout le monde. Salut.